Bonjour, chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, et bienvenue dans ce libre journal de géopolitique profonde en direct. Je m'excuse tout de suite pour les incidents qui ont pu émailler l'émission de la semaine dernière avec notre ami François Martin. Le titre de l'émission était La France dans le chaos du monde. Eh bien, nous continuons finalement cette émission cette semaine, toujours avec François Martin, et cette fois-ci avec Lara Stam, que je salue l'un comme l'autre. Bonjour François, bonjour Lara. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Je remercie à la technique, elle était déjà là la semaine dernière, Dieu sait comme elle est utile. Avec la technique, comme en dehors de la technique d'ailleurs. Et c'est elle qui va réaliser cette émission. Nous n'imaginons pas des fois la chance que nous avons d'avoir ces techniciens, d'avoir Virginie en particulier. Je ne veux pas faire de jaloux, mais je le dis tout de même. Merci à Virginie pour la réalisation et sa présence dans toutes ces émissions de Radio Courtoisie. Nous n'avons pas, parce que nous sommes en plein travaux sur Radio Courtoisie, nous n'avons pas, à titre très exceptionnel, nos formidables bénévoles qui ont jeté l'éponge pour que nos bénévoles du samedi matin jettent l'éponge. Ah, il fallait vraiment le faire. Eh bien, ce sera le cas. Ni Sylvie, ni Patrice ne seront présents ce matin pour ce livre journal de géopolitique profonde, ce qui ne doit pas vous empêcher, chers auditeurs, de poser vos questions, de faire vos remarques, vos observations, mais ce sera par courriel électronique exclusivement que je recevrai l'ensemble de votre messagerie, et je ne manquerai pas de poser les questions, que ce soit à Lara si c'est nécessaire, ou à François pour, je dirais, l'essentiel de ce que sera cette émission. Chers auditeurs, on va néanmoins commencer. Il ne faut pas changer les bonnes habitudes par petite revue de presse avec Lara, après quoi nous reviendrons sur l'ouvrage aux éditions Jean-Cyril Godefroy de François Martin, La France dans le chaos du monde. Par quoi commencer cette revue de presse? Par une alerte enlèvement qui montre bien ce qu'est devenue cette France. Alors, la France dans le chaos du monde peut-être, la France chaotique, avais-je commencé en introduction la semaine dernière. Est-ce qu'il y a encore une France? Il y a un an, J.D. Vance, à Munich, disait: «On ne reconnaît plus certains pays européens», désignant tout particulièrement la France et la Grande-Bretagne. Donald Trump, à Davos, il y a quelques semaines de cela, a réédité: «Il y a des pays qu'on ne reconnaît plus». Alors, il y a eu une alerte enlèvement en Seine-Saint-Denis, une petite ville ouvrière qui était des plus sympathiques, à Épinay-sur-Seine. Eh bien, vous avez un duo de bons Français issus du grand remplacement, je dirais, Abdelkader Benab Derrahman, excusez-moi, je n'ai pas encore fait mon stage d'acculturation, et Shaima Attab, qui ont enlevé leurs enfants. Donc, alerte enlèvement, Naël, Eline en particulier, un nouveau-né, le petit malheureux atteint d'une cardiopathie. Et on nous explique qu'il faut les arrêter parce qu'ils risquent de retourner au pays. Bah, écoutez, peut-être pourraient-ils retourner finalement au pays, hein, nos chers nouveaux Français, chers au cœur de Monsieur Mélenchon, hein, comme on le sait, fort au cœur de Monsieur Mélenchon qui continue à soutenir bec et ongle la nouvelle garde, qui a commis l'irréparable vis-à-vis du jeune Quentin. C'était il y a une semaine à Lyon, hein, et avec la mort, ce tabassage, ce lynchage en bonne et due forme. Certains osent encore parler de Rix. C'est un véritable guet-apens. On a attendu à ce jeune patriote. C'était la jeune garde du fondateur Raphaël Arnaud, dont plusieurs des collaborateurs sont aujourd'hui en prison, en préventive. Il y a au moins deux collaborateurs qui ne sont plus autorisés, Dieu soit loué, à rentrer au sein de l'Assemblée nationale. Ce sont des violents, comme peut l'être Mélenchon, qui lui-même est un violent, hein. On rappelle son soutien affirmé aux membres de la jeune garde. Bravo, jeunes hommes, continuez, jeunes hommes, jeunes
jeune garçon. Eh bien, voilà ce qu'est Mélenchon. Et donc Mélenchon soutient, et puis Madame Mélanie a eu le malheur euh, de, euh, de choquer et de scandaliser Foutriquet, notre cher Présidio, qui donc l'a envoyé paître. Hein. On sait que Madame Mélanie a voulu marquer son soutien finalement aux familles de Quentin Derenc, à la fois aux Français. Eh bien, Macron l'a fort mal pris. Et Macron n'a eu de cesse de chercher à répondre à Madame Mélanie. On sait que ça n'a jamais été le grand amour entre Madame Mélanie et Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron a répondu à Madame Mélanie que chacun reste chez soi et les moutons seront bien gardés. Tiens donc, Lara, et les moutons seront bien gardés. Eh bien, je pense que, voilà, nous nous sommes fait entendre dire de dinde par notre cher président, que nous étions bel et bien des moutons, peut-être même des moujons, Lara. Exactement. Nous sommes des moutons, d'après notre président. D'ailleurs, il préfère des moutons aux vaches. Là, ce qui vous permettra peut-être de faire la transition vers le salon de On le l'agriculture. fera. Mais voilà, c'est sûr. Et puis, mais quel triste spectacle de cette droite nationale qui ne manifestera pas à Lyon à la demande et à l'interdiction de Jordan Bardella, c'est-à-dire nous sommes aujourd'hui avec une droite qui est certes premier parti à représenter à l'Assemblée, c'est ce qu'il revendiquait, rappelez-vous, quand il voulait la proportionnelle. Aujourd'hui, ils sont le premier parti de l'Assemblée nationale, mais les voilà incapables d'assumer un soutien au peuple, un soutien à leur camp, dans une tragédie, dans un assassinat affreux qui a choqué au-delà même de la droite dans le meurtre de Quentin. Donc voilà, c'est ça. Nous sommes effectivement des moutons et nos élus sont vraiment les premiers moutons de cette représentation. Avec cette Alors, il représentation. est vrai que Jordan Bardella a souhaité que le Rassemblement national ne manifeste pas aujourd'hui à Lyon au regard des troubles à l'ordre public. Je conseille, moi, à Jordan Bardella, et d'ailleurs c'est bien parti, au moins pour Marine Le Pen, pour éviter les troubles à l'ordre public et la colère de l'extrême gauche, de toute cette crasse gauchiste que représente Mélenchon. Moi, je conseille à Marine Le Pen, mais c'est en effet bien parti grâce aux juges, ou du fait des juges, de ne pas se présenter à l'élection présidentielle, car ça pourrait être un trouble à l'ordre public. Et pareil pour Jordan Bardella, qu'il ne se présente pas à l'élection présidentielle, ce sera, imaginez qu'il la gagne avec les troubles que nous subirons. Donc, à ce moment-là, nous serons contents d'avoir en effet une loi exceptionnelle de l'Union européenne pour faire à Bardella ou à n'importe quel membre du Rassemblement national ce qu'ils font en intervenant, n'hésitant pas à arrêter les élections, comme ce fut le cas en Roumanie avec Calin Georgescu. Hein, c'est le meilleur moyen. Je disais, il faudrait que le Rassemblement national ou le Front national, pour se faire élire à la magistrature suprême en France, soit un socialiste, un parti socialiste comme les autres. Eh bien, vous voyez, ça ne suffit pas. Pour qu'il n'y ait pas de trouble à l'ordre public, vaudrait-il mieux qu'il ne se présente pas du tout. Ce sera beaucoup mieux comme ça. Hein. Pour nos moutons qui votent avec les pieds, les moutons sont-ils des moujons? Il n'en reste pas tant que ça des moujons. La preuve, c'est qu'au Salon de l'agriculture, il n'y aura ni syndicats, ni vaches, ni cochons. Si, il y aura peut-être des cochons, mais il n'y aura pas de vaches, même si la DNC, n'en déplaise à Madame Genevard, Annie Genevard, la belle de Morteau, qui est notre ministre, il n'y aura pas au Salon de l'agriculture qui s'ouvre aujourd'hui, en présence d'Emmanuel Macron. Donc, il n'y aura il y aura des agriculteurs, il n'y aura ni syndicats, ni vaches. Moi, je serais d'avis qu'il y ait un salon de l'agriculture sans agriculteurs. Ce serait encore mieux pour Emmanuel Macron. On rappelle que l'un de ses prédécesseurs avait dû subir le fameux touche-moi pas, tu vas me salir. Et l'autre n'avait rien trouvé de mieux dans la grâce présidentielle, qui était celle de Sarkozy, de répondre casse-toi, pauvre con.
hein. On le rappelle aussi, voilà, les salons de l'agriculture. On se souvient d'un salon de l'agriculture particulièrement agité il y a 2 ans aussi, avec toujours Emmanuel Macron dans le rôle principal. Et puis, eh bien, il pourra peut-être en France, tout du moins, tenir un discours en français, puisqu'on s'est rendu compte que depuis quelque temps maintenant, à chaque fois qu'il était à l'étranger, Macron ne parle plus en français. Forcheur, forcheur, Mister Macron, un Mister Macron qui est en campagne, on le sait, pour les élections européennes, pour devenir le patron de la Commission. D'ailleurs, vous avez une théorie là-dessus, Lara, pour que Macron puisse accéder aisément en 2027 à la tête de l'Europe. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ou revenir sur le salon de l'agriculture si vous voulez d'ailleurs? Bah, écoutez, je peux dire quelques mots sur ce qui se passe en réalité aujourd'hui dans toutes les institutions européennes. Il n'y a plus aucun Français. Quand Christine Lagarde quittera son poste remplacé par un Espagnol ou autre, il ne restera plus aucun Français à la tête des institutions françaises. Qu'est-ce qu'il faut de plus pour argumenter en faveur d'une présidence de la Commission par la France? En fait, comme la France n'a plus son rôle leader au sein de la communauté européenne, le seul moyen de revendiquer ce poste, c'est de dire on a abandonné tous les autres, on vous a laissé tous les autres postes, c'est celui-là qu'on se réserve. Voilà. Donc, à mon sens, c'est la stratégie parce que c'est pas par sa popularité ni par sa capacité à avoir des alliés que notre président actuel pourra se prévaloir de ce rôle qui. Mais rappelons-nous ce que c'était von der Leyen en Allemagne, hein. Voilà, donc quelque part, il n'a pas besoin d'être ni aimé, ni apprécié, ni être compétent pour diriger la Commission européenne. En revanche, s'il abandonne tous les autres postes, ça va de soi qu'on lui laisse celui-là. Voilà, donc nous avons, ma chère Lara, pour les bons moutons, bons moujons, hein, on rappelle le moujon, c'est l'hybridation du pigeon et du mouton. Bon moujon, vous en vouliez encore du Macron, vous pensiez qu'au bout de 10 ans, vous alliez être libéré du Macron. Eh ben non, absolument pas. Avec une petite réforme constitutionnelle, on pourrait même en faire un président de la Commission, chef de l'Europe, peut-être même un jour élu. Même si il est évident que Macron se passe très bien d'élections pour diriger la France, donc il fera de même avec l'Union européenne. Forcheur. Alors, j'ai envie de dire dans ces cas-là, Frexit, allons peut-être au pays du Brexit, qui avait donné l'exemple en 2016, avec l'élection de Trump aussi, toujours en 2016. La France avait fermé les bancs de la révolte souverainiste en élisant Macron, bravo la France. Eh bien, la France, si elle ne Frexit pas, aura peut-être Macron à la tête de la Commission. Il faut voir que nos amis britanniques, malgré tous les défauts, ils sont nombreux qui sont les leurs, eh bien, montrent une capacité à la liberté d'expression aux médias très supérieure à nous. On rappelle que Macron, d'ailleurs, disait encore dernièrement que en Inde, la liberté d'expression, ça ne veut rien dire, c'est une bêtise. Hein, de toute façon, c'est contenu haineux sur contenu haineux. Une liberté d'expression qui n'est pas dirigée par la caste n'a aucun intérêt. On Donc peut en s'autoriser, Grande-Bretagne, même si nous sommes sur Radio Courtoisie, de citer sa phrase réelle, hein, que la liberté d'expression, c'était un bullshit. Voilà, c'était un désolé, bullshit. voilà, chers, chers auditeurs, voilà. Voilà, exactement. Non mais bon, voilà, il parle en anglais, donc ils font bien Et obligé de traduire dans le texte. exactement. Et devant les étudiants indiens, complètement médusés, si vous regardez la scène, c'est quand Et, même. et on le voyait d'ailleurs, il avait ses petits yeux qui bougeaient un peu dans tous les sens. Je pense que il n'avait pas, Ils n'avaient pas il du n'avait tout pas du que café. respirer le bon air frais indien, paraît-il. Bah, avant de New mettre Delhi, un la ville la plus polluée turban, du monde. Mais bon, avant de mettre un turban sur la tête, il faut quand même faire quelque chose. comme Jean-Brigitte. Oui. Ah, attention, ils étaient deux à avoir le turban. Hein. Attention, madame aussi avait le turban. C'est Euh, quand même. Ce qui est étonnant d'ailleurs pour une femme, est-ce que c'est un aveu? Je n'ose l'imaginer. Il n'y a pas de turban pour les femmes en Inde, mais bon. C'est surtout ce qui est assez, encore une fois, frappant, Nicolas, hein, c'est cette envie
de se travestir à chaque fois, c'est-à-dire d'emprunter des tenues Ah oui, comme dans un une théâtre. panoplie, les panoplies de Macron. Ouais. Voilà, emprunter ces panoplies, mais on n'a pas d'autres dirigeants qui, peut-être Milei un petit peu, vous voyez, c'est le seul parallèle qu'on peut faire, hein. Sinon, ils se tiennent à ce qu'il n'y ait pas de photos possibles à contourner, enfin à détourner, etc. C'est En, le seul. en général, Lara, Pardon, ce il y sont avait les... un spécialiste de ça, c'était Trudeau. À chaque fois qu'il allait quelque part, il s'habillait avec les habits du coin. C'est Ah un oui, ah ben spécialiste du voilà. transformisme dans le costume. Si Eh vous vous ben, souvenez. ça m'étonne pas. Merci François de cette Voilà, intervention. Vous avez voilà. raison de le rappeler, sachant Et qu'en effet, on a tiré plus d'un parallèle dans le voilà. passé entre, Et, entre les et- deux et- amis, le Premier ministre voilà. canadien et le président Et français. Macron est un Trudeau français, très clairement. Oui, oui, exactement. Donc, j'en étais, oui, oui, Lara, peut-être un mot sur l'affaire Epstein. Que dis-je? Epstein à l'anglaise, hein, évidemment, on ne sait jamais. Mais vous pouvez Epstein, pas, le vous êtes sur mouton. Radio Courtoisie, Nicolas, faut dire à la française. Ah oui, mais là, ça pourrait donner de mauvaises idées antisémites aux moujons que de dire Epstein, vous comprenez bien. Ouais, Et vous la pouvez pas caste. dire sur Radio Courtoisie, vous pouvez pas dire Epstein, hein, c'est à Ah, l'anglaise, hein, donc je suis désolée. Einstein, et oui, aussi, hein, on Ouais, le non. sait, le père de la relativité, Einstein. De même famille que Lénine, Mais c'est pour ça, mais Staline, c'est que parce que c'est un. Poutine. Mais c'est les Russes, mais Lara, mais Oui, comment c'est ne les l'avez-vous Russes, pas. c'est les Vous n'avez Russes. pas pris votre dose matinale de c'est les Russes ce matin, C'est les attention. Russes, ouais, c'est les Vous allez Russes, ouais. bientôt délirer, vous allez devenir une complotiste. Aïe, Hein. aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Il faut prendre son comprimé de c'est les Russes. Et donc Epstein, bien sûr, c'est les Russes. Et je disais, une certaine liberté de la presse qui pousse les autorités judiciaires et policières à intervenir en Grande-Bretagne contre Andrew, contre l'ex-prince Andrew, puisqu'il n'a plus le droit à son titre de prince que lui a retiré son frère aîné, Charles III, un Bah, ils roi ont franchi un d'Angleterre. cap, hein, maintenant, et il sera même déchu de toute possibilité de succéder au trône, ce que souhaite Charles III. Et d'ailleurs, il est soutenu en ça par William, et tout le monde est horrifié. Mais le personnage était bien connu, c'est-à-dire qu'il y avait sous ses airs sympathiques l'aider à avoir sa défunte mère. En réalité, il était connu dans la famille comme étant quelqu'un de grossier, quelqu'un incapable de parler correctement au personnel, parce que la famille royale tient à ce que le personnel ait la meilleure image. C'est ceux qui peuvent témoigner derrière et soutenir la monarchie, parce que la monarchie n'est tenue que par une opinion favorable, faut le rappeler. Et là, grâce à 82% de Britanniques souhaitent qu'il n'ait plus du tout d'appartenance à la famille royale, c'est-à-dire qu'il soit exclu complètement de droit de succession, même si, encore une fois, il est huitième aujourd'hui dans le rang des successions, et au fil du temps, William peut faire d'autres enfants, donc je rappelle. Et Harry, pareil. Mais c'est assez frappant qu'en Grande-Bretagne, en fait, cette enquête-là relancée, bah, elle est relancée de plus belle, hein. Le Scotland Yard appelle les témoins qui ayant travaillé avec Andrew avant de se manifester, de dire tout ce qu'ils savent, dire que la pression finalement des tabloïds, de la presse jaune, de ceux qui sont aujourd'hui comparables à l'alternative en France, joue un rôle réel dans la vie réelle de la politique britannique. Chose que nous n'avons pas. C'est-à-dire, il y a certains noms qui ne sont toujours pas prononcés par nos médias, pourtant bien français, bien implantés en France. Ces noms-là sont toujours bannis. On a donné, en fait, euh, en pâture, on a donné Jack Lang et sa fille, Le mais c'est vilain pas petit tout. canard, oui. Notre Mais c'est vilain pas petit tout. canard. Nous n'avons rien donné, cher Lara. Il n'est pas en prison que je sache. En Il eût plus. été acceptable qu'il fût arrêté au regard de tout ce qu'il a fait. Or, nous l'avons juste cité son nom. Il a juste perdu son poste. Mais pour Et l'instant, encore, François, je rappelle que lors de la perquisition, surprise, on apprenait qu'il était à l'Institut du monde arabe. De quelle
Pourquoi quelqu'un qui a perdu son poste se situe toujours à son poste? Lors de la perquisition, il a quand même avoué d'être sur place. Je rêve. Mais bienvenue, c'est la France, hein. Oui, Allez, Non, mais on tout à termine, fait. messieurs, dames, cette revue de presse. On passe, puisqu'en effet, l'affaire Epstein n'est qu'une affaire anglo-saxonne. C'est pour ça qu'on le prononce, Monsieur Macron, à l'américaine. Hein, et eh bien, Trump n'a rien trouvé de mieux pour se sortir de l'affaire Epstein, de dire qu'il allait déclassifier l'ensemble des documents, des dossiers sur les extraterrestres tels qu'ils sont aujourd'hui concentrés entre les mains du FBI. Il a demandé au FBI d'ouvrir. Lara. oui, juste, on lui demande, caviardez pas tout, hein, c'est tout, hein, on veut pas de carré Oui, oui, noir, alors hein. j'ai vu sur les réseaux On sociaux, en veut effet, voir. une magnifique photo, mais caviardée malheureusement, du dossier des extraterrestres, où on voit un magnifique paysage, mais là où il y a la soucoupe volante, il y a un petit carré noir. Pas de chance. Alors, non, plus sérieusement, pour terminer, évidemment, la question, mais ça on la posera aussi à François Martin, c'était la question que l'on se posait hier soir dans le cabinet de crise sur géopolitique profonde à 19 h en direct. Eh bien, nous avions des invités de qualité pour se demander si Trump s'était piégé lui-même, était dans la seringue en Iran, au Proche-Orient. Allait-il bombarder l'Iran? C'est le dernier thème, évidemment, sur lequel nous n'avons pas de certitude. Il y a de cela 3 semaines, un mois, on pensait que les bombardements allaient avoir lieu. Ils n'ont pas eu lieu. Trump semble aller à reculons vers cette guerre avec l'Iran, dont on ne sait pas quelles pourraient être les conséquences pour la région et peut-être même pour le monde entier. Bien, nous sommes dans cette attente, peut-être. Y aura-t-il des frappes durant cette fin de semaine? On n'en sait rien, Lara. On n'en sait rien, mais Nicolas, même s'il est totalement imprévisible, Donald Trump, on a compris un petit peu son fonctionnement. Donc, le revers de cette nuit, c'est-à-dire l'histoire des droits de douane avec la Cour suprême, c'est pas un bon signe. Il va lui falloir détourner l'attention sur quelque chose. Et comme il l'a déjà évoqué, cette possibilité de soi-disant frappe très, très ciblée, c'est possible que tant que le week-end n'est pas terminé, nous ne sommes pas à l'abri parce qu'il ne le fera pas dans la nuit de dimanche à lundi puisqu'il y a la bourse. Et la bourse va réagir immédiatement d'une façon très, très, très sévère, même si tout est aujourd'hui assez ajusté. La bourse aujourd'hui, elle tient compte de ces éléments-là, mais un événement supplémentaire, précédant l'ouverture peut toujours provoquer un remous important. Donc, on passe encore la nuit de samedi à dimanche sous haute tension parce que, encore une fois, il vient de prendre un gros revers et ça, c'est pas bon pour le personnage. Mais écoutez, merci beaucoup, Lara. Je vois que vous êtes en pleine forme cette semaine. On est content de vous retrouver. Oui, merci pour Et tous vos messages. Je vous remercie. C'est très touchant et oui, je vais bien. Tout va bien. tant mieux. Peut-être revenir auparavant sur, parce qu'après on n'aura peut-être pas l'occasion d'y revenir, à Trump en Iran. Trump qui, en effet, est en difficulté. Il y a l'affaire Epstein, mais il y a aussi ces fichus droits de douane et la décision de la Cour suprême, même si, semble-t-il, le gouvernement américain avait un plan B. On pourrait y revenir si vous voulez, mais alors, en termes de géopolitique, puisque vous êtes d'abord un journaliste géopolitologue, François Martin, est-ce que vous croyez crédible la possibilité, fin de semaine, eh bien, Trump procède, ou rapidement en tout cas, dans un délai rapproché, à une série de bombardements contre l'Iran, sachant qu'il a affiché comme souhait principal un changement de régime, une révolution de palais, un petit peu comme ce qu'il avait obtenu au Venezuela. Oui, alors, je ne pense pas qu'une vraie guerre est crédible, pour un certain nombre de raisons. D'abord, j'ai écouté votre débat d'hier avec des intervenants de très, très grande qualité. Je trouve que beaucoup de choses ont été dites, évidemment. Je pense que c'est une référence qu'il faut que nos auditeurs aillent écouter Mm. s'ils veulent comprendre la situation.
Et moi, je suis tout à fait d'accord avec les conclusions qui ont été tirées hier. Je pense qu'effectivement, je ne sais plus si c'est Laurent Arthur Duplessis qui l'a rappelé. Et en fait, Trump s'est fait piéger parce que sa tactique, c'était de faire venir la flotte qui était au large euh, des côtes chinoises et de la faire venir pour appuyer la rébellion qui était, on le sait, largement appuyée par le Mossad. Et quand il est arrivé, la rébellion était déjà finie. Donc il s'est trouvé dans une situation un peu ambiguë et délicate. Et je rappelle, parce que c'est très important, les Iraniens, qui sont des gens extrêmement fins, intelligents, que j'ai largement pratiqué dans ma vie professionnelle, ont tout de suite dit que ça serait une guerre régionale et donc ils se laissaient la possibilité d'aller taper sur le Qatar, sur les Émirats arabes unis et surtout sur l'Arabie saoudite. Alors, pourquoi ont-ils fait ça alors même qu'ils se sont réconciliés avec les Saoudiens sous l'égide des Chinois, comme on le sait, par le traité de Pékin, je crois? Eh bien, parce que ça donne, non pas parce qu'ils ont effectivement l'intention de taper sur eux, mais parce que ça donne à ces pays-là un argument extrêmement fort vis-à-vis de Trump pour dire à Trump, ne le faites pas, parce qu'évidemment, si on se met à taper sur cette région, tout ce qui est la ligne principale de votre document sur la sécurité nationale, qui n'est plus très clairement, et c'est dit extrêmement clairement, et je le rappelle dans mon livre, qui n'est plus une zone stratégique au sens où Israël doit protéger le pétrole, où c'est une zone pétrolière, puisque les États-Unis sont autosuffisants en termes de pétrole, mais une zone qui est promise à un large développement économique. Alors évidemment, s'ils prennent des bombes, tous les gens qui ont de l'argent à Dubaï, etc., tout ce projet immense de développement saoudien, Horizon 2030, etc., tout ça, ça part dans le lac de la mer du Golfe Persique. Donc, c'est très, très difficile pour Trump d'aller taper. Euh, je dirais que c'est un homme qui est tellement apparemment versatile, je dirais qu'il est capable de trouver n'importe quel argument pour pirouette pour sortir du truc en disant que non, ou qu'il a obtenu ce qu'il veut, etc. Paraît-il qu'il aurait approché les Iraniens, ce sont les Iraniens qui disent qu'ils sont un peu langue de vipère, en leur proposant de tirer sur des entrepôts vides et qu'eux fassent la même chose. Au Qatar, ils ont dit non. Si tu veux la guerre, c'est la guerre. Donc en fait, ils le font monter. Ils n'ont pas peur de monter. Ils font des manœuvres avec les Chinois et avec les Russes, dont on sait que ce sont des gens excessivement prudents d'une façon générale. Les Iraniens étant également les rois de la prudence, il n'est que de voir les conflits qu'il y a eu à chaque fois et leurs réponses extrêmement mesurées, etc. Donc, ils sentent que le tigre est un peu en papier et qu'il y a une grosse faiblesse. Et l'autre élément que je rappelle, c'est que c'est une ligne rouge pour les MAGA, qui avaient déjà extrêmement mal pris les 24 heures d'intervention américaine sur les trois bases d'Iran. Donc, il y a beaucoup d'arguments qui militent dans le sens que Trump, en fait, ne le fera pas. Voilà. Alors, pourquoi monte-t-il la sauce? Parce qu'il essaye de sortir de là avec une négociation gagnante. Et là, je pense que se dessine une fracture qui est très intéressante et qui devrait grandir avec le temps si les choses vont dans le sens que je veux, que je pense et que je souhaite. C'est la fracture non pas entre les Américains et les Iraniens, qui eux, à mon avis, derrière tout ce qu'on voit, ont certainement envie d'aller faire du business parce que dès que quelque chose coûte et ne rapporte pas, ça n'intéresse pas Trump. J'appelle ça Israël. Par contre, dès qu'il y a quelque chose qui rapporte, et l'Iran est un énorme beefsteak, évidemment, ça les passionne. Mais donc, cette différence, évidemment, c'est entre Trump et Israël, parce que je pense qu'un deal
peut être acceptable pour les Américains et pour les les Américains et les Iraniens, dans le sens où la levée des sanctions peut être accordée en regard d'une neutralisation, je dirais, du programme nucléaire. C'est-à-dire que les 400 kilos d'uranium enrichi à 60%, dont je rappelle que 60% ça reste du civil, il faut 90% pour être du militaire, peuvent être confiés aux Russes, comme je crois que c'était le cas d'ailleurs lors de l'accord précédent du JDPOA dont Trump était sorti lors de son mandat précédent. Donc ça, je pense que c'est acceptable pour les Américains. Et le fait que les Iraniens gardent leur programme balistique, je pense que ça peut très bien convenir convenir aux Américains, parce qu'après tout, ça fait une sorte de dissuasion civile au sein du Moyen-Orient contre Israël. Par contre, évidemment, c'est le grand point pour Israël qui s'est pris, je rappelle, une grosse claque au moment de la guerre des 12 jours, confère les analyses de Chevrier, par exemple. Et ça, c'est un point qui est rédhibitoire pour Israël. Donc, je pense qu'entre ce que souhaitent les Américains d'un côté et ce que souhaite Israël de l'autre, il y a probablement une véritable fracture. Il y a un accord possible, à mon avis, nucléaire contre levée des sanctions, où les Iraniens gagneraient très gros dans cette affaire. Mais par contre, je ne vois pas comment les Iraniens peuvent accepter de réduire leur arsenal balistique. Donc si véritablement Trump est entre les pattes des sionistes, je ne vois pas trop comment est la sortie. Et à ce moment-là, ça veut dire qu'il y aura peut-être un bombardement ou une guerre, mais je pense que Trump, si c'est le cas, fera une énorme erreur politique parce qu'il perdra les midterms déjà. Quand on voit la réaction très négative qu'ont eu son bombardement des 3 centrales par son opinion, moi j'y crois pas. J'y crois pas. Et s'il le fait, ça sera une très grosse erreur à mon avis. Voilà Très ce que bien. je pense. Voilà. Merci François. Voilà. En tout cas, pour finir là-dessus, le débat d'hier avait abordé tous ces aspects. La question du changement de régime qui a été abordée aussi, j'y crois pas trop non plus parce que, en fait, ce sont les Pasdaran, en fait, qui tiennent tout ça. Alors, est-ce que les Pasdaran, ils ont envie de... Bon, est-ce que ce qu'on appelle le régime des mollahs, en fait, c'est un régime des Pasdaran, parce que c'est les Pasdaran qui tiennent le marché noir, ce sont eux qui tiennent l'armée, ce sont eux qui contrôlent les balistiques, etc. Pour moi, les mollahs ne sont comment dire, une présentation du régime. Alors, est-ce que ça pourrait maquiller un changement de régime? Ça me semblerait énorme que les Pasdaran, la situation actuelle où ils sont cachés derrière les mollahs et eux tirent les ficelles, ça leur convient très bien. Je ne vois pas pourquoi ils abandonneraient cet avantage. Donc, j'y crois pas trop. Enfin, voilà mon analyse. Bien. Merci François. Donc les auditeurs réagissent par rapport à la revue de presse. Un auditeur, il est grand temps pour que les votants du RN ou d'ouvrir les yeux. Le RN fait partie de la caste politique qui travaille que pour leurs intérêts. Et un autre auditeur, Christine Lagarde, va être remplacée par un chien de garde du clown dégénéré. Alors, en tous les cas, le Rassemblement national, c'est en effet un questionnement. C'est un questionnement, et ça va me donner l'occasion de poser cette question à notre invité du jour, François Martin, puisqu'il s'agit, même si c'est vrai que le livre est beaucoup géopolitique et que le versant français sera abordé dans un second tome sur la France dans le chaos du monde. On est plus sur le chaos du monde que sur la France dans ce premier tome. Néanmoins, allons un peu sur la France, pays bloqué, pays où l'ensemble de la représentation nationale aujourd'hui est unanime sur certains points, Rassemblement national compris, comme par exemple sur l'Europe. Personne ne demande, il n'y a pas un élu, tenez-vous bien français,
qui aujourd'hui demande la sortie de l'Union européenne au sein du Parlement français. Il bien n'y en sûr. a plus un. Il y en avait un plus ou moins qui était Nicolas Dupont-Aignan. Il a été battu lors des dernières élections législatives. Il n'y a donc plus aujourd'hui de représentants français souhaitant la sortie de la France de l'Union européenne. C'est dire, il y a cette unanimité, il y a cette France qui semble complètement bloquée, une France où il n'y a plus de débats contradictoires, une France qui va droit dans le mur et avec conviction. François Martin, donc je voulais avoir un petit peu, et que vous nous plantiez le décor, si vous le voulez bien, dans cette émission du Livre Journal de Géopolitique Profonde sur Radio Courtoisie, de la situation de la France, justement, parce que la France est dans le chaos du monde, mais a-t-elle les armes pour vivre et survivre dans ce chaos du monde? Alors, bon, la réponse est claire. C'est clair qu'aujourd'hui, la France ne les a pas du tout. Pas du tout. Je dirais qu'on est, quand on voit le système anglais, par exemple, il est d'une hypocrisie totale, puisque vous l'avez rappelé, le prince, tout le monde connaissait les frasques du prince, mais ceci dit, quand ça a été manifeste, on l'a arrêté. Vincent Drouet. Le prince Andrew, on l'a arrêté. Bon, en France, pour l'instant, on n'a arrêté personne. Et alors que je rappelle que quand Epstein, parce qu'il faut bien dire Epstein, on l'a epsteinisé simplement pour le déjudaïser d'une certaine façon, ce qui montre bien que Epstein est une construction du Mossad pour piéger la terre entière politiquement, économiquement, etc., Absolument. faire à la fois des belles affaires. Bon, donc ça trompe personne. Donc il faut dire Epstein une, une bonne fois pour toutes. Mais je rappelle qu'Epstein passait 6 mois de son temps en France, que c'est en France, c'est la France dont il se servait pour faire venir des petites jeunes filles et des modèles, des jeunes modèles de Russie, et pour leur obtenir à partir de la France des visas pour les États-Unis. C'est à ça que lui servait le hub français. Et il connaît donc toute la place en France, et on n'en entend pas parler. Il y a une omerta totale là-dessus, et c'est grave. Et l'autre élément, c'est que lorsqu'il a été arrêté en 2019, là, en septembre, je crois, 2019, on a perquisitionné son domicile et on a saisi tous ses ordinateurs. Donc tout ce qui va sur le net aujourd'hui, la justice française en dispose depuis 7 ans, et elle s'assied dessus. C'est un scandale absolu. Or, on voit personne qui en parle. Alors bon, ça c'est, je dirais, la gravité du système français actuellement, qui est devenu un système à la fois d'omerta et de prédation absolue. Donc, moi, je ne vois pas de solution aujourd'hui pour la France, sauf la divine surprise, que je pense relativement probable, que l'Europe explose, puisque je pense qu'à un moment donné, les appétences commerciales entre les Russes et les Américains vont être tellement fortes que Trump va se décider, peut-être même pour se donner une très bonne image, à fermer, la couverture Starlink, et a donc arrêté la guerre en disant j'ai fini par faire la paix parce que personne ne voulait la faire à ma place, et qu'à ce moment-là, l'Allemagne réagisse en disant bah, écoutez, nous, on ne voit pas pourquoi on s'empêcherait d'avoir du bon gaz pas cher avec les Russes et d'acheter du mauvais gaz très cher avec les Américains, alors même que les Américains vont faire, eux, des affaires avec des Russes et qui nous interdisent de le faire. Donc je pense que l'Allemagne, la séquence que je vois tout à fait possible, c'est que l'Allemagne quitte l'Europe. Et à ce moment-là, l'Europe n'existe plus, la France se retrouve seule face à ses responsabilités. Voilà, c'est ça. À ce moment-là, on verra, je dirais, qui sont les vrais souverainistes, qui sont les mauvais, mais le moment souverainiste sera devant nous, puisqu'on n'aura pas d'autre solution. Voilà. C'est ça que je pense qui peut être la chance que peut nous offrir cette séquence, qui ne manquera pas d'être dramatique de toute façon, parce que euh, personne pour l'instant n'est réellement préparé à une situation où on se retrouve
hors de la cage parce que, pour rappeler la phrase de notre ami Laurent Arthur Duplessis, le gorille Trump aura tellement secoué la cage européenne que la cage sera tombée par terre. Voilà, c'est ça qui risque de nous arriver. Alors, qui entendons-nous développer ce scénario que je pense assez probable et que je décris dans mon livre d'ailleurs? Ben, pour l'instant, personne. Hein. Alors, alors, pour répondre à la question, moi, je ne vois personne aujourd'hui. Je ne vois personne. Alors, j'en ai parlé, j'avais abordé la question avec notre ami Mike il y a quelques jours, mais il m'a dit, ah, mais il n'y a personne. Je lui ai dit, mais je n'ai pas dit qu'il y avait personne. Je dis qu'aujourd'hui, je ne vois pas. Je ne vois pas l'homme de la situation qui est prêt à sortir. C'est une question de rencontre, encore une fois. Il faut des mots et il faut une appétence, parce que la France est un pays royaliste et royal, je dirais. Même lorsque c'est une, une monarchie républicaine, qui est la Ve République, lorsqu'elle dispose de la durée et du septennat, il faut que le roi se donne au peuple et que le peuple se donne au roi. Ça fonctionne comme ça. Même habillé avec une élection démocratique, c'est ça le système français. Donc, il faut véritablement que la France se reconnaisse dans son leader et réciproquement. Et ça, je dirais que tant que la rencontre ne s'est pas faite et que les circonstances n'y sont pas, on reste dans le brouillard. Je ne, je ne dis pas que cette rencontre n'aura pas lieu. Je dis qu'aujourd'hui, je n'arrive pas à l'anticiper pour ma part. Je ne vois pas quel est l'homme qui saura trouver les mots pour que la France, dans sa globalité, se reconnaisse en lui. C'est ça. Alors, on va continuer et on posera peut-être la question, entre autres, de Philippe de Villiers, éventuellement. Mais auparavant, mon cher François, et tout de suite, un très court bobino, et on revient tout de suite après. Si vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Voilà, nous nous retrouvons dans ce libre journal de géopolitique profonde sur Radio Courtoisie. Notre invité du jour, François Martin, pour son livre aux éditions Jean-Cyril Godefroy, La France dans le chaos du monde. Mon cher François, parmi ces personnes que vous ne voyez pas, il y en a pourtant un qui revient, même s'il n'a pas fait acte de candidature, mais il a derrière lui en tout cas un média puissant qui fait partie du groupe de M. Bolloré, c'est-à-dire CNews. Donc il est chroniqueur de façon hebdomadaire. Est-ce que quelqu'un comme Philippe de Villiers, vous parliez même de monarchie républicaine pour la France, il y a chez M. de Villiers tout à fait cet aspect-là dans sa personnalité, pourrait être l'homme de la situation? Écoutez, moi j'apprécie Philippe de Villiers, il a la vision, il a le caractère, il a même une espèce de folie, je dirais, son Puy du Fou c'était une folie, c'est lui qui est le créateur du Vendée Globe aussi, il a ce côté, je dirais, Cyrano de Bergerac qu'on aime tellement, mais est-ce qu'il en a véritablement envie et surtout est-ce qu'il s'est préparé? Moi, je ne vois pas son parti derrière. Je rappelle que le général de Gaulle avait un parti depuis, pendant toutes ces années où le général de Gaulle a traversé le désert, il avait un parti derrière lui. Où sont ses députés? Où sont ses troupes? C'est ça. Je ne dirais pas que c'est un homme seul, parce qu'il n'est pas seul, mais on ne se lance pas dans une affaire pareille sans avoir derrière soi une stratégie présidentielle. Or, j'ai plutôt l'impression que c'est un homme qui dit je pourrais y aller un peu par dépit et par souffrance, je dirais, mais où est la longueur de la démarche? C'est ça un peu qui m'inquiète dans cette affaire. Alors évidemment,
certaines personnes de la droite disent on est prêt à le suivre, etc. Mais il faut beaucoup de qualités pour être président de la République, mais l'une d'entre elles, c'est je dirais, le général de Gaulle disait que les grands hommes le sont pour l'avoir voulu. Pour l'avoir voulu, ça veut dire s'être préparé de longue date. Où elle est cette préparation? Je ne la vois pas. Donc, on ne doit pas non plus poursuivre des chimères, je veux dire. C'est ça. Même si l'homme est intéressant à tout point de vue. Mais les autres, les Asselineau, les Dupont-Aignan, les Philippot, ces gens-là sont beaucoup mieux préparés d'une certaine façon. Mais il n'existe pas sur le plan médiatique. Mais pour l'instant, sur le plan médiatique, il n'existe pas. Alors, ils n'ont pas non plus un média derrière, il faut dire ce qui est. Oui, oui. Asselineau se plaint chaque fois qu'il passe sur un grand média du fait qu'on le passe pas assez sur les grands médias. C'est pas forcément la meilleure façon de prendre de la hauteur et de la dimension. Mais je dirais que lorsqu'on va s'approcher de ce que j'appelle le moment souverainiste, ces gens vont être sous la lumière, et ils ont tous des qualités, hein, tous des qualités, mais moi je suis comme vous, je cherche à discerner dans le brouillard quel sera l'homme qui saura parler non seulement aux Français, mais à la France en général, et aujourd'hui je ne vois pas. Ce qui ne veut pas dire encore qu'une fois que le moment venu, on ne va pas sortir quelqu'un. Voilà. Ce que je vois le plus probable aujourd'hui, mais ça s'appelle pas du souverainisme, c'est évidemment la victoire de l'un ou l'autre des candidats, l'une ou l'autre des candidats du Rassemblement national. Alors, c'est évident, c'est ça que l'on voit. Mais est-ce qu'il faut accepter de choisir et de pousser celui ou celle qui a le plus de chances de dégager l'équipe de Branquignol et de la famille Dalton, y compris Ma Dalton, qui s'appelle Ursula, de dégager cette bande de salopards et de bandits pour préparer le terrain à une vraie réconciliation entre la France et les Français, c'est tout le débat. Bon, moi, j'aurais pas un immense plaisir à voter pour un parti qui a poussé à voter la constitutionnalisation de l'avortement. Bon, pas vraiment ma tasse de thé. Mais et demain, ouais. qui vont voter comme un seul homme la loi sur l'euthanasie, probablement aussi. Ben, j'en sais rien. À quelques exceptions. Ils l'ont fait pour se mettre bien avec. Alors, comme vous le rappeliez tout à l'heure, enfin, le fait de ne pas aller manifester avec les patriotes, alors qu'on voit qu'il y a quand même un véritable mouvement. Bon, Mélenchon, et après on reviendra à la politique internationale, mais Mélenchon, c'est clair que c'est un nervi du pouvoir. C'est un nervi du pouvoir depuis le début. Il vise à faire peur. Et il faut faire peur parce qu'il faut resserrer les bourgeoisies terrorisées. Tout ce qui règle et qui fait régner le pouvoir aujourd'hui depuis Mitterrand, c'est d'organiser la terreur dans les rues pour que les bourgeoisies se resserrent autour du pouvoir et qu'elles disent vive l'immobilisme. C'est ça la stratégie. Et Mélenchon a servi cette stratégie depuis toujours. Sauf qu'aujourd'hui, son système dérape parce qu'il a été trop loin. Donc, c'est le moment ou jamais de pousser à ce cordon sanitaire, puisqu'il fait même peur à ses copains de gauche. Donc, ça serait parfait. Et on voit que le Rassemblement national n'ose pas y aller, en fait. C'est ça l'objectif. Il a tellement peur de se rediaboliser. Enfin, ce que ce parti manque de force de caractère, c'est ahurissant. Hein. C'est ahurissant. Là, on l'a vu pendant l'épisode des Gilets jaunes aussi. Ben, bien sûr, mais bien sûr. Mais si il y a ou Bardella ou Marine Le Pen à 36%, et puis d'un autre côté des candidats qui font 2%, qu'est-ce qu'on fait? Hein? Voilà.
C'est ça le problème. Donc, Le fameux vote utile dont se ben plaint voilà, c'est ça. François Asselineau. Est-ce qu'il faut pousser est-ce qu'il faut servir du Rassemblement national comme un bélier pour faire sauter la camarilla qui est au pouvoir, quitte à ce que ça soit une autre qui vienne, mais le temps qu'elle s'installe, bon, elle n'y sera pas à la tête de. Elle ne mangera pas le fromage français comme la précédente. C'est ahurissant ce qu'on voit aujourd'hui dans tous les domaines. Alors François, on va aller on va retourner Oui. petit à petit en effet vers l'international. Enfin l'international déjà, j'aimerais qu'on revienne un peu sur Voilà. l'européen. Oui, Comme oui. ça, petit à petit, on ira Enfin, aussi. pour résumer la question que vous m'avez posée, moi, la France, je ne vois pas du tout. Par contre, et je le dis dans le livre, je pense que Trump va quand même dans le sens d'une volonté d'explosion de l'Europe de Bruxelles, et ça sert nos objectifs. Voilà. Alors ça, voilà, ça c'est la question. Ben, vous allez pouvoir le développer un petit peu parce qu'il y a cette question justement de ce carcan européen dont on se dit rien n'est possible si ce n'est la sortie de l'histoire, si ce n'est non plus le lent déclin, mais la rapide décadence, parce que ça va très vite. Hein. Oui. On n'est pas dans un lent déclin actuellement en Europe, on est dans une brutale décadence. Oui. Et qui va très très vite avec une immigration absolument délirante, Oui. avec un déclassement sur le plan économique, industriel, une formidable pyramide de Ponzi, ou même des pays comme l'Allemagne aujourd'hui commencent elles aussi à crouler sous la dette. Donc il est plus qu'urgent, selon vous, François Martin, bien sûr, de faire sauter ce carcan européen. Bien sûr, on voit bien que ce qui se passe aujourd'hui, et l'affaiblissement de la France en fait partie, c'est un processus révolutionnaire organisé par les oligarques européens pour en fait faire de la table rase des États un État fédéral européen où les entreprises appartiennent à des entreprises allemandes ou étrangères, etc., où on puisse véritablement faire disparaître les frontières parce que les États n'existeront plus. C'est une folie absolue quand on connaît l'histoire de ce qu'a été l'Europe et de ce qu'ont été chacun de ces pays-là. On ne fera jamais de l'Europe une fédération pure. Ce rêve ne vient que d'une chose, c'est de penser que ces gens-là pensent que lorsqu'ils seront à la tête de l'Europe, ils pourront diriger un État sans avoir besoin de processus démocratiques. C'est ça, mais qui seront issus d'un processus technocratique et pas démocratique. Donc en fait, ils rêvent de faire de l'Europe une nouvelle, même pas un pacte de Varsovie, parce qu'un pacte de Varsovie, le gouvernement polonais était polonais, le gouvernement est-allemand était est-allemand. Ils veulent faire une espèce de chimère, et plus ils voient que cette chimère est condamnée par l'histoire, je dirais, puisque Trump et Poutine, tous les deux, sont en train de condamner cette chimère, ils accélèrent en se disant le mur est à 50 mètres, le mur est à 30 mètres, le mur est à 20 mètres, accélérons. C'est ça leur processus. Mais ils n'y arriveront pas. Ils n'y arriveront pas. Je ne le crois pas. Alors, quand j'ai dit ça, et encore une fois, je développe tout ça dans mon livre, vous le savez très bien, il reste quand même une possibilité, c'est que Trump se prenne une pelle au moment des élections de mi-mandat. Et ça, c'est véritablement le point faible de Trump. Si je pense la raison principale pour laquelle il s'agite aujourd'hui en faisant des rodomontades avec le Venezuela, avec Cuba également, avec l'Iran par ailleurs, etc., pour essayer de faire plaisir à ces va-t-en-guerre de toutes sortes, tout en évitant soigneusement de faire véritablement parler les armes pour ne pas se fâcher avec ces magas. Donc, c'est un exercice très difficile dont il sort en faisant ce que j'appelle du cinéma. Et il nous fait des séquences hollywoodiennes jusqu'au mois de novembre, la plus belle d'entre elles pouvant être celle qu'il pourrait annoncer en septembre, 2 mois, en disant j'arrête la guerre,
parce que personne n'a la guerre d'Ukraine, et donc je sors complètement par le haut, chose qu'il ne fait pas aujourd'hui parce qu'il souhaiterait que ça soit Zelensky qui aille à Canossa pour lui garder cette position de monsieur Bonzoffice qu'il n'a pas, puisqu'il est un des deux belligérants, bien évidemment. Bien sûr. Mais, et c'est là que je dis qu'on dit que les Européens sont inconséquents, je pense qu'ils ne le sont absolument pas inconséquents. L'énorme pot de banane qu'ils ont mis à Trump dans cette affaire, c'est les 90 milliards de dollars qu'ils ont donnés à Zelensky, parce qu'ils lui ont donné 1 an de plus de vie avec ça, 1 an de plus d'oxygène. Et ils savent que s'ils lui donnent ça, il est obligé de continuer à faire la guerre, parce qu'une fois qu'il a 90 milliards de dollars de promis, ça veut dire qu'il y en a 20 ou 30 et 40 pour la camarilla de ceux qui sont autour de lui. Donc, il est obligé de livrer, sinon il disparaît ou physiquement ou politiquement. Donc, il ne peut pas, aujourd'hui, il est coincé aussi. Il n'est pas si coincé que ça parce qu'il en touche une bonne partie. Mais ces 90 milliards de dollars, c'est véritablement le nerf de la guerre, non pas entre les Européens et Poutine, comme ils le disent, mais entre les Européens et Trump. C'est là quelle est la véritable guerre. C'est une guerre politique à l'intérieur du camp occidental, dont le but, c'est de faire tomber Trump au moment des élections de mi-mandat. Et c'est là que véritablement les choses vont se passer, parce que si jamais il les gagne, d'abord ce sera, comment dire, un exploit extraordinaire, puisqu'il n'y a que Reagan de mémoire qui a réussi ça, et puis ça veut dire que derrière il va se déchaîner, et la façon de se déchaîner, ça va être de tuer l'Europe de Bruxelles, puisqu'il l'a dit très clairement dans le document de sécurité nationale. Il dit, premièrement, nous avons absolument besoin de l'Europe. Je crois qu'il prononce même le mot vitalement besoin de l'Europe, me semble-t-il. Oui, c'est la première chose. vital. Et la deuxième chose, mais ce n'est pas vous. Vous êtes mort civilisationnellement. C'est ce que Vance a dit, c'est ce que Trump a dit. Vous n'avez plus de valeur, vous n'avez plus de spiritualité, vous n'avez plus de force politique, vous n'êtes plus qu'un ramassis. Quelque part, ça veut dire que c'est la guerre. La véritable guerre, elle est là. Elle est là. Je pense. Alors, donc, c'est en effet une option, c'est-à-dire que dans cette guerre au sein du camp occidental entre les patriotes antimondialistes et les globalistes, Voilà. et leur projet de supranationalité, ce combat se mène comme il s'est mené, je dirais, en 2016. Et Trump peut la perdre, c'est ça. Attendez un instant, laissez-moi juste terminer, François, si vous voulez bien. En 2016, ce combat a déjà été mené avec la première victoire de Trump, avec le Brexit, c'est-à-dire que cette guerre, elle ne date pas de la réélection de Donald Trump. C'est une guerre en continu avec des flux et des reflux entre les deux camps. Et évidemment, et là, je veux que vous développiez un petit peu, il y a ce problème de cette France dans le chaos du monde. La France dans le chaos du monde, c'est aussi la France qui est à contre-emploi aujourd'hui par rapport à la guerre en Ukraine. Clairement, la France n'est pas aujourd'hui à sa place, elle n'est pas dans son rôle quant au rôle que lui fait jouer Macron dans les relations avec la Russie et sur la guerre en Ukraine. Bien sûr, alors bien sûr. Et si on regarde les choses sur le plan géopolitique, c'est évident qu'on est totalement à contre-emploi et que surtout si on anticipe une réconciliation entre les Russes et les Américains par-dessus la tête des Européens, avec à la clé non pas des centaines de milliards de dollars, mais des milliers de milliards de dollars d'investissements croisés, d'argent, ceux dont la Russie aurait un besoin total pour ne pas se mettre entre les mains totalement des Chinois. C'est ce que cherchent les Russes. Donc c'est une opportunité extraordinaire, cette future réconciliation. Donc à ce titre-là, on devrait se dire, mais les Européens doivent essayer de se précipiter dans la brèche, commencer à enlever un manche de la veste pour être prêt à enlever l'autre, en se disant, nous, on veut en être
de la réconciliation. Or, c'est pas ce qu'ils font, et surtout, c'est pas ce que fait Macron. Mais si on se met dans l'idée que la véritable guerre derrière ces guerres, c'est la guerre que j'ai appelée la guerre culturelle dans mon livre précédent, entre les progressistes mondialistes d'une part et les nationalistes dont Trump et Poutine et Xi font partie, si la véritable guerre est celle-là, Macron a parfaitement choisi son camp et il est aujourd'hui le leader du pan des progressistes mondialistes, c'est ça que ça veut dire, avec derrière lui les grandes fortunes, les Rothschild, les démocrates américains, etc. C'est sa filiation, c'est là qu'il a travaillé, donc il est tout à fait cohérent. Et les 90 milliards à Zelensky, encore une fois, c'est une énorme peau de banane, parce que Zelensky, on ne lui a pas fait cadeau de 90 milliards comme ça, on lui a fait cadeau avec un mandat en disant tu n'arrêtes jamais la guerre jusqu'au mois de novembre, après on verra. Il faut que Trump s'embourbe à tout prix. Oui. Il faut fracturer son mouvement MAGA. Lui qui avait promis de faire la guerre en 24 heures, s'il arrive au bout de 2 ans et qu'il n'a pas fait la fin de la guerre, on va lui reprocher. Donc il faut continuer. C'est ça le véritable enjeu que je trouve qu'on ne développe pas suffisamment. Ouais, vous avez raison. Voilà. Je pense que vous avez... Mais est-ce que Trump a des moyens de pression sur Zelensky? Ah ben bien sûr, il a les moyens de pression qu'il a déjà utilisés. Alors pourquoi ne va-t-il pas au bout de ces moyens de pression? Je pense qu'il ne va pas au bout des pressions relatives comment ça s'appelle, à la corruption, parce que moi, j'ai jamais vu dans ma vie professionnelle qu'il y avait un corrompu sans que le corrupteur ne soit pas lui-même corrompu. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de commission. Il y a des commissions et des rétrocommissions. Donc, Oui. si on ouvre véritablement les affaires de corruption en Ukraine, on va s'apercevoir qu'il y a un bon nombre de politiciens et d'hommes d'affaires et de banquiers aux États-Unis et en Europe qui ont touché de l'argent dans ces affaires, puisque Kennedy Jr. dit que c'est la plus grande lessiveuse du siècle. Il y a quand même 300 ou 400, on doit en être à 400 milliards d'argent qui ont été distribués pour l'instant. Mais en quoi est-ce un problème pour Trump, ça? Parce que si ça touche des gens de son propre camp ou les banquiers qui sont quand même derrière lui, ça mettra le bordel aux États-Unis. Je pense que c'est pas, il n'a pas forcément envie de salir les États-Unis également dans cette affaire. Bon, je sais pas, hein. Je me pose la question. Et puis par ailleurs, il n'a pas non plus, pour l'instant, il suit une stratégie qui consiste à faire en sorte que Zelensky reconnaisse sa défaite et reconnaisse, accepte. Bon. Par ailleurs, Poutine n'est pas allé jusqu'au bout non plus de son système de conquête, puisqu'il lui manque un gros morceau qui est Slaviansk et Kramatorsk. Ça, c'est parce que c'est le nœud du Donbass. Tant qu'il n'y a pas Slaviansk et Kramatorsk, l'affaire, je dirais, Donbass n'est pas close. Oui. Donc, et ça, c'est l'agenda de Poutine qui fait, avec son train de sénateur, comme dit la fable de La Fontaine, comme la tortue, petit à petit, en ménageant ses troupes, on voit qu'il s'en approche, mais il lui manque encore un certain nombre de mois. Donc, c'est pour ça aussi que les négociations d'Abu Dhabi et de Genève sont un peu des négociations alibi pour le moment, je pense, parce que tout le monde attend que Poutine dise bon ben voilà, ça y est, maintenant j'ai mon truc. Maintenant vous faites quoi? Vous me donnez ça ou bien je vais à Odessa. C'est comme ça que ça peut se jouer, si on peut dire. Puis évidemment, il y a l'affaire iranienne derrière qui est une question, un point d'interrogation énorme, parce que si effectivement ça explose et on ne peut pas l'exclure, il est évident que les Russes ne voient pas comment les Russes pourraient accepter
une paix séparée, c'est-à-dire une guerre régionale ou mondiale en Iran et une paix séparée en Ukraine. Ça me paraît très difficile. Donc les deux dossiers sont liés. Donc on est un peu à la croisée des chemins en ce moment. C'est ça qui est intéressant. On est un peu à la croisée des chemins. Mmh. Donc, il y a encore des choses qui peuvent se passer. On peut avoir la chute de Slaviansk et Kramatorsk qui va changer beaucoup les choses au moment d'ici l'été. Je pense que c'est tout à fait possible. Oui. Il se peut qu'à un moment donné, l'Allemagne décide de se dire, bon, allons vers l'argent et donc commence à trahir le camp européen en se disant, nous, on veut aller discuter, on veut pas être seulement dans la négociation des bâtons, mais on veut être dans la négociation des carottes, ce qui me paraît très allemand et très logique, parce que je pense que les hommes d'affaires allemands, ils doivent en avoir gros sur la patate de la situation dans laquelle ils sont aujourd'hui, alors qu'ils étaient les leaders de l'Europe et un des leaders du monde, ils sont en train d'être ruinés. Trump peut décider, il a dit qu'à l'été, il fallait que ça soit fini. Il peut décider pendant l'été ou au début de l'automne en disant, bon, Starlink, c'est fini, pof, tout s'arrête. Il peut encore se passer beaucoup de choses. Revenons-en à la France dans ce chaos, Oui. justement. Est-ce Oui. que, par rapport à la situation de la France et qui est à contre-emploi, est-ce que Apparemment. aujourd'hui, la position de la France est probablement par rapport à sa vocation à Par rapport à sa contre-emploi. vocation et sur le plan géopolitique, elle est totalement à contre-emploi. Elle n'est pas C'est du tout ça. à la contre-emploi dans le cadre de la guerre culturelle dont on a parlé tout à Je l'heure. suis en train de parler uniquement de la relation avec la Russie. On est d'accord. Voilà. Donc, bien sûr. Alors, par rapport à la guerre culturelle, c'est autre chose. Là, vraiment, vous avez une république aussi, qui a 2 siècles aujourd'hui et qui est dans une logique qui est mondialiste et globaliste et universaliste. Donc, c'est vrai que là, la France, on peut s'interroger. Mais la France, sur le plan international, en tout cas, tel que De Gaulle a pu la définir dans son non-alignement, le discours de Phnom Penh, dans son rapprochement avec une Union soviétique dont il disait derrière il y a la Russie éternelle, malgré l'Union soviétique, malgré le communisme et la révolution de 1917. Est-ce que cette France, alors j'anticipe peut-être sur le prochain tome de ce troisième livre, le second tome en réalité, mais est-ce que la France justement a un rôle éminent à jouer dans une alliance franco-russe dont on se dit qu'elle pourrait changer complètement la donne en Europe et dans le monde d'ailleurs, à la fois sur le plan géopolitique, mais aussi sur le plan énergétique, sur le plan économique, sur le plan industriel, sur énormément de choses. Faudrait-il y inclure peut-être une Allemagne qui serait elle aussi, au travers peut-être l'AfD d'Alice Weidel. On rêve beaucoup là de se dire que tout le monde va revenir sur un alignement plus cohérent et beaucoup plus dans l'intérêt de l'Europe dans son ensemble, de l'Atlantique à l'Oural. Ça, est-ce que c'est quelque chose qui pour vous est déterminant aussi, cette alliance franco-russe par exemple? Oui, oui, elle l'est absolument, et plus encore que ça. Et j'en veux pour preuve le fait que, vous savez qu'il y a eu une journée des patriotes il y a quelques jours, qui était Oui. donc organisée par notre ami Philippe Murer, lors de la dernière table ronde où il y avait Nicolas Dupont-Aignan et Jacques Cheminade, j'ai fait poser la question par l'animateur, Oui. justement d'un scénario où la France se retrouve seule, puisque l'Europe disparaît du jour au lendemain suite à la Oui. fin de la guerre organisée conjointement par les Russes et par les Américains. Et Jacques Cheminade a eu une réaction, mais immédiatement spontanée, en disant, la question étant, si on a ça, qu'est-ce que vous faites? Et Jacques Cheminade a dit, on prend l'avion et on va dans tous les pays du monde en disant, voilà, De Gaulle est de retour, la grande France est de retour. Et je crois beaucoup à ça. Je pense que c'est plus qu'une alliance
avec les Russes ou avec les Allemands. Je pense que le monde entier attend de la France quelque chose de grand et de grandiose, justement parce qu'on sera dans une situation qui sera extrêmement difficile, je pense, sur le plan géopolitique, avec des pays qui vont se chercher de partout, etc. Et je pense, je voudrais développer cette réflexion avec vous, que l'un des problèmes principaux que nous allons avoir, ça ne va pas être précisément notre accord et avec l'Allemagne, mais ça sera notre rivalité avec l'Allemagne dans une Europe qui n'existera plus, pour essayer de reconstruire un système sous une autre forme très différente, mais beaucoup plus confédérale, et qui, entre la France et l'Allemagne, va se poser le problème du leadership. Et évidemment, évidemment. L'Allemagne pouvant très facilement reprendre, je dirais, sa puissance économique et son rang qu'elle avait précédemment. Il lui suffit d'ailleurs de faire ouvrir le quatrième des pipelines, comme Xavier Moreau ne cesse de le dire, pour retrouver immédiatement du gaz pas cher. Et nous, je dirais qu'en regard entre la France et l'Allemagne, on est un peu avec deux systèmes qui sont fondamentalement différents. Je vais expliquer pourquoi. En espagnol, il y a il y a un mot, nous disons être, mais en espagnol, il y a deux mots pour traduire ça. L'un qui dit ser, qui est l'essence, et l'autre qui dit estar, qui est l'existence. Nous, les Français, je dirais que sur le plan de notre existence, aussi bien sur le plan de la formation que de l'éducation, que de l'industrie, etc., on est au fond du trou, on l'a bien dit aujourd'hui. Mais je pense que, comme Cheminade l'a dit, notre essence est intacte. Parce que nous avons la mémoire courte, mais tous les autres pays ont la mémoire longue. La France a un tel passé historique et une telle force qu'elle reste aussi bien en Asie qu'en Chine. Quand on pense que les Chinois ont invité M. Macron pour l'anniversaire de la reconnaissance des États de la Chine par le général de Gaulle, et que Macron est allé en Chine avec Madame von der Leyen dans ses bagages. Imaginez pour les Chinois à quel point ça a été une déception profonde. Ils veulent un dialogue d'État à État et d'homme à homme, et nous, on dit, attendez, on vient avec Madame von der Leyen. D'imaginer. Donc, mais je suis absolument persuadé que le jour où on dit la France est de retour, on est accueilli partout. On est accueilli partout. Alors après, à nous de reconstruire en commençant par les moyens de notre énergie bon marché, parce que ça commence comme ça. Après, il faut de l'industrie, après, il faut de l'emploi, après, il faut du commerce, après, il faut de la formation, après, il faut des droits de douane pour se protéger, pour protéger ce qu'on fait. Mais je pense que nous reconstituerons à partir de notre essence, parce que je pense qu'elle est intacte à cause de ce que j'appellerais notre glorieux passé. Nonobstant la période coloniale, moi, en 40 ans de voyage en Afrique, je n'ai jamais eu une remarque me traitant de colonialiste. Pas une seule fois. Pas une seule fois en Afrique. J'ai cette remarque des Africains ou des Nord-Africains en France. Oui. En France, parce qu'eux vivent de la rente mémoriale, parce qu'ils sont mal dans leur peau, parce qu'ils sont en France en train de vivre du colon, au lieu d'être dans leur propre pays, en train de se mettre les mains dans le cambouis pour développer leur propre pays. Donc, ils utilisent un espèce de système qui est la rente mémoriale pour se donner une contenance, parce qu'ils ne sont pas à leur place. Mais ce n'est pas ça que disent les Africains. Les Africains disent qu'est-ce que vous nous apportez concrètement? Et on n'a pas à rougir de ça, de ce qu'on a fait. Je rappelle qu'il y a 800 entreprises françaises à Abidjan. Combien il y a d'entreprises russes? Combien il y a d'entreprises chinoises?
C'est ça la vérité. Donc, en Afrique, on va partout. En Amérique latine, n'en parle pas. Marchemos la mano en la mano. N'en parlons pas. En Chine, n'en parlons pas. En Russie, n'en parlons pas. Donc, on a tout ça. Les Allemands, c'est l'inverse. Ils auront les moyens de leur puissance qu'ils vont récupérer facilement. Mais alors, sur le plan de l'essence de la Grande Allemagne, le nazisme leur a mis une tâche dont il leur faudra 100 ans encore pour s'en sortir. C'est ça, ils ne seront jamais un leader du monde. Je veux dire, sur le plan de la grandeur, ils ne seront jamais un leader du monde à cause de ça. Donc, je pense qu'on va avoir une période assez compliquée, mais pour répondre à ta question, oui, je pense que la France a tout ce qu'il faut pour repartir, oui. Voilà, il lui manque le projet. C'est ce que nous sommes en train de construire ensemble. Bien sûr. Il faut le dire, et il faut le croire. Je terminerai juste avec une petite chose, c'est que dans le texte de l'appel du 18 juin, le général de Gaulle dit « La France n'est pas seule, elle n'est pas seule, elle n'est pas seule ». Il le dit 3 fois. Ouais. Il ne le dit pas 3 fois pour dire que la France n'est pas seule parce que ce sont les Américains qui sont derrière. Et pourtant, Dieu sait si de Gaulle se méfiait des Américains. Il ne le dit pas à cause de ça. Il dit parce que c'est un appel à la providence. C'est un appel à la providence. La France n'est pas seule, elle n'est pas seule, elle n'est pas seule. 3 fois. C'est un appel à la providence. Ben, c'est ça que nous devons faire. Un appel à la providence, un appel à la grandeur, un appel à la spiritualité, un appel au cœur des Français. C'est comme ça que nous devons repartir. D'abord, avant d'aller chercher à restaurer les moyens de notre puissance. Et il faut un grand homme. Ben oui, mais c'est différent cette fois-ci, parce que autant l'ennemi pouvait être parfaitement identifié avec l'Allemagne nazie en 1940, autant cette fois-ci, il faut reconnaître que ceux que nous avons désignés, que notre oligarchie mondialiste occupante, puissance occupante en réalité, eh bien, a désigné comme l'ennemi est en fait l'ami. C'est la Russie, c'est l'Amérique de Trump, Voilà. c'est ça, les alliés d'une France, d'un retour de la France de demain. Voilà. On est bien d'accord. Ce sont Trump et Poutine, c'est ça le drame actuellement. Trump et Poutine qui sont considérés comme nos ennemis, qui sont ceux qui sont en train d'essayer de nous sauver contre notre propre volonté. C'est quand même intéressant comme contre notre propre gouvernement, contre notre propre gouvernement, contre notre propre fausse élite. Voilà, exactement. Ouais, exactement. Voilà. Alors, François, des questions d'auditeurs. Alors, les auditeurs sur le volet politique, à savoir qui pourrait justement sauver la France demain. Alors là, les gens sont très différents hein, sur le sujet. 3 avis totalement différents. Vous avez un avis qui est très favorable à François Asselineau. Monsieur Asselineau est prêt. Monsieur Asselineau est prêt pour être président de la République. Il a un parti depuis 19 ans. Et pour le Frexit, bien qu'il soit invisibilisé par les médias de grand chemin. Merci pour votre travail. Ça, c'est un auditeur. Vous en avez un qui est beaucoup plus dur avec Asselineau. Asselineau est un type orgueilleux. Oui, monsieur Martin, il se plaint sans cesse. Et son grand plaisir est de critiquer surtout les patriotes et les souverainistes. Il faut le faire. Donc là, vous avez 2 avis totalement différents sur François Asselineau. Et puis aussi un avis sur Philippe de Villiers. Monsieur Martin, vous ne citez pas Philippe de Villiers. Si, cher auditeur, il a été, nous l'en avons parlé, mais au moment où vous avez envoyé le message, peut-être n'était-ce pas encore le cas. Lui pense, cet auditeur, lui seul, en parlant de Philippe de Villiers, peut sauver la France. Bien à vous. Bon, bah là, vous avez donc un avis qui est un petit peu différent. Vous avez le quatrain de notre ami Michel Dumas, dans le chaos du monde avec France insoumise, fille aînée de l'Église en péril et démise, de glorieux attributs
perdu jusqu'à chemise, et même échec et mat que des fous sodomisent. Mon Oh là là, mais voilà, alors, Michel. le dernier vers est Je- extraordinaire. Est-ce que tu peux me répéter ça parce que c'est une merveille? Je vais l'écouter. Ah, il est incroyable, notre Michel, qui d'ailleurs nous explique, Michel Dumas, qu'il doit filer pour assister à la 3e messe de 9 samedis consécutifs, s'inscrivant dans une neuvaine pour le si regretté père Bernard Terrien, qui vient de nous quitter dans la paix le samedi 10 janvier à 11h, à 2 mois de fêter son D'accord, 90e anniversaire, le 12 mars 2026. C'était un saint prêtre qui d'accord. tenait fidèlement son saint la route et que notre ami Roland Hureau a bien connu aussi. Très bien. Alors, je répète le quatrain de Michel Dumas, dans le chaos du monde avec France insoumise, fille aînée de l'Église en péril et démise, des glorieux attributs perdus jusqu'à chemise, et même échec et mat que des fous sodomisent. Voilà, donc là, il n'y va pas par 4 chemins. Il n'y va pas par 4 chemins, Michel Dumas, qui collabore, comme tous les samedis, à ce livre-journal de Voilà. géopolitique profonde. Eh Voilà. bien, François, il reste 3 minutes. Oui. Bien, prenez-en 2 minutes 30 et laissez-moi 30 secondes pour conclure. Je rappelle le titre de l'ouvrage de François Martin, La France dans le chaos du monde. C'est aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Alors, je dirais juste pour conclure que moi, j'ai essayé de poursuivre le projet tel qu'il m'a été, je dirais, indiqué par mes propres lecteurs et par les gens qui nous écoutent, qui disaient très souvent, et la France dans tout ça. Donc, j'ai essayé de résumer tout ce qui s'est passé avant Trump et surtout après Trump, puisque les paramètres du monde ont totalement changé. Et je me suis dit, il faut faire une œuvre en 2 temps. La première, c'est d'essayer de regarder tout ce qui se fait, je dirais, le dessus des cartes et le dessous des cartes, étant entendu que, en général, le dessous des cartes est beaucoup plus inquiétant que le dessus des cartes. L'avantage avec Trump, c'est que le dessus des cartes est terrifiant parce que son système est un système de, je dirais, d'hystérisation systématique. Voilà. Mais que si on regarde le dessous, on peut faire une œuvre de paix et une œuvre de chrétien, je dirais, en montrant qu'au milieu du chaos, il y a un certain nombre de chemins qui existent malgré tout, qui ne sont pas certains, donc je ne suis pas un invétéré optimiste, mais qui sont possibles. Qui sont possibles. Donc, c'est ça qui est intéressant à montrer parce que ça donne quand même un peu d'espoir aux gens là-dessus. Donc, c'est ça que j'ai essayé de faire. Et l'autre partie, évidemment, c'est qu'une fois que l'on a montré quelles étaient les perspectives, il faut montrer derrière comment la France peut en profiter. Voilà. Et ça, c'est ce que nous avons commencé à évoquer. Et évidemment, ça fera l'objet d'une deuxième partie du livre qui sortira en fin d'année où je parlerai plus spécifiquement de la France dans ce chaos du monde. La première partie s'appelant Le chaos du monde et la deuxième s'appellera La France. Voilà. La France, bien sûr. Voilà. Ce sera le 2e tome pour la fin de l'année Voilà. 2026. Très bien. Voilà, mon Très bien, cher. très bien. Eh bien, cette émission va s'achever. Juste le temps de remercier un petit peu tous ceux qui sont intervenus et ou qui ont aidé à la réalisation de cette émission. Et c'était à la technique Virginie que nous étions heureux d'avoir à nouveau ce samedi. Point de permanent de bénévoles au standard, mais vos questions ont pu être néanmoins relayées. On remercie notre collaborateur Voilà. supplémentaire, qui est Michel Dumas, qui nous gratifie de son quatrain Voilà. hebdomadaire. Et puis, je remercie Voilà. bien sûr Lara, qui m'a assisté, avec qui j'ai réalisé la revue de presse, et Voilà. notre ami François Martin, bien sûr, dont je rappelle une dernière fois le livre, La France dans le chaos du monde, aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Je ne saurais trop, chers auditeurs, vous inviter à vous procurer cet ouvrage. Voilà. Merci à tous, chers auditeurs, pour cette écoute, et je vous dis sur Radio Courtoisie, à la semaine prochaine.
On met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres. Le patrimoine que vous avez accumulé toute votre vie ne servira bientôt plus à rien. L'euro numérique arrive dans moins de 5 ans, et avec lui toutes les futures mesures liberticides. L'impossibilité d'épargner, de consommer librement. Si vous ne voulez pas ce futur pour vous et votre famille, Géopolitique Profonde a développé une solution pour vous, la lettre confidentielle. Cliquez sur le premier lien en description pour la découvrir. Ne laissez pas vos élites vous enfermer dans le communisme 2.0.